Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Peu d'Algériens d'aujourd'hui, les Algériens d'aujourd'hui, la jeunesse notamment, connaissent la réalité sur les conditions qui ont prévalu au déclenchement de la guerre de libération, de ce qu'était le contexte politique de l'époque, des postures et des attitudes des différents acteurs politiques, des formidables personnalités, des égos surdimensionnés des uns et des autres, des forces en présence. Presque toutes les personnalités qui avaient réussi en ces temps de colonialisme brutal, raciste, à exprimer leurs idées, leurs aspirations et surtout leurs revendications politiques, étaient des autodidactes pour la plupart. C'étaient des hommes d'une exceptionnelle envergure, taillés dans du granit, portés par leurs compatriotes, aux yeux desquels ils étaient des géants, une revanche sur la discrimination systémique qu'ils subissaient de leur naissance à leur mort. Les novembristes ne sont donc pas sortis du néant, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils appartenaient tous à ces formations politiques qui occupaient la scène d'alors, certaines depuis des décennies. Avant novembre 1954, le microcosme algérien, si on peut dire, foisonnait de mouvements et de dynamiques politiques qui avaient réussi à s'implanter fortement au sein de la population algérienne. Il se déclinait du communisme jusqu'à ce que nous pourrions qualifier comme étant le mouvement précurseur d'un islamisme de lutte politique et sociétale, les oulémas. Ces formations diverses, dont certaines jouissaient d'une grande sympathie, voire parfois d'une stupéfiante ferveur, c'est le mot, allaient toutes être prises de vitesse, balayées par un mouvement révolutionnaire qui avait résolument opté pour l'action directe, pour la révolution, pour l'implication du peuple dans son entièreté dans la lutte armée, même si elle pouvait sembler alors totalement irréalisable et presque folle. La réaction de ces mouvements nationalistes à cette formidable aventure qui commençait, sans solliciter l'autorisation de quiconque, fut très mitigée, souvent hésitante, parfois réservée, et même violemment hostile pour un courant en particulier. Nous avons choisi pour aujourd'hui 3 titres de presse d'un même site, celui de l'UDMA, qui traite de ce sujet de façon relativement succincte, même si les circonstances furent autrement plus complexes. L'auteur de ces textes, Brahim Younsi, est avec nous aujourd'hui. Il nous en parlera de façon à ce que nous puissions saisir l'atmosphère politique qui régnait avant et juste après le 1er novembre 1954, puis l'état d'esprit que les novembristes avaient installé sur la scène politique, et enfin de la réaction des uns et des autres. Aujourd'hui, site de l'UDMA, les positions des partis politiques algériens au lendemain de la Révolution, les centralistes. Ensuite, sur le même site, les positions des partis politiques algériens au lendemain de la Révolution, les communistes. Et enfin, toujours dans le même site,
Les positions des partis algériens au lendemain de la révolution, les ulama. Alors, Brahim Younsi, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter. Merci beaucoup. Une question avant de commencer notre débat. Et je vous demanderai de considérer que la plupart des gens qui vous entendent connaissent très peu de choses sur cette partie de notre histoire, ce pan de notre histoire. Il est vraiment très méconnu, y compris surtout par la jeunesse. Donc, je vais commencer par vous poser cette question. Qui étaient les centralistes et qui étaient les neutralistes? D'abord, je salue les téléspectateurs d'El Magharibia. Avant de répondre à votre question. En effet, il est utile et nécessaire de dire qui est qui. Exact. Avant le déclenchement de la lutte de libération nationale. Et les centralistes, pour être bref et sommaire, ce sont les membres du comité central du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, oui. Avec à la tête de ce mouvement centraliste, Hussein Lahouel, qui était secrétaire général du MTLD, opposé à Msali Hadj, qui était le président du parti, et le deuxième personnage symbolique et important des centralistes, c'est Ben Youssef Ben Khadda, qui a succédé à Hussein Lahouel au secrétariat général et qui, vous le savez, comme le savent nos compatriotes, est devenu en 1960 le président du gouvernement provisoire de la République algérienne. Et les centralistes s'opposaient essentiellement à Msali. Oui. À Msali Hadj, qui demandait les pleins pouvoirs et voulait être élu président à vie du MTLD. Et on en connaît aujourd'hui quelque chose. Et les neutralistes? Les neutralistes, ce sont essentiellement des jeunes et quelques moins jeunes militants qui ont formé l'ossature, l'essentiel de l'organisation spéciale de l'OS, qui était chargé par le MTLD de préparer l'insurrection armée. D'abord, le premier chef de l'OS, c'était Mohamed Belouzad, rahimahullah. Ensuite, Hussein Ait Ahmed lui succède jusqu'à plus ou moins la crise dite berbéro-matérialiste de 1949, et c'est Ahmed Ben Bella qui le remplace, qui lui succède en 1950. Alors, voilà, les neutralistes formés néanmoins, c'est ce qui a préparé l'insurrection nationale d'une certaine manière, le CRUA, le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Voilà. Alors, avant de continuer sur cette lancée, qui est très intéressante, et de parler donc de la réaction des centralistes, expliquez-nous un peu, en très peu de mots, le plus brièvement possible, ce qu'était l'OS. L'OS, c'était une organisation qui a été créée en 1947, qui était chargée, confiée à Mohamed Belouzad, pour rassembler autour de lui les militants les plus aguerris, les militants les plus volontaires à préparer et à se lancer dans la lutte armée. Et ça, c'est le MTLD, c'est le parti qui avait créé cette association, cette organisation spéciale, parce que les militants, la base du parti, voulaient absolument passer à l'action. Et finalement, l'organisation spéciale a été démantelée par les services français. C'est une longue histoire, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. À la suite d'un complot, d'un membre d'ailleurs de la direction de l'OS. Voilà. Voilà. Et bien sûr, elle a été démantelée en 1950. Alors, expliquez-nous maintenant ce que fut la position des centralistes et des neutralistes aussi, puisqu'ils ont tous deux adhéré au mouvement révolutionnaire. Expliquez-nous comment ça s'est passé, comment cette adhésion s'est faite. Les centralistes ont adhéré un peu plus tard. D'accord. Au mouvement de la rue, là, ce sont les neutralistes qui deviennent... qui ont créé le CRUA avec les centralistes, mais ils ne se sont pas entendus.
il y a eu aussi une séparation, et ceux que l'on appelle les neutralistes ont créé le FLN et déclenché le 1er novembre, comme tout le monde sait, l'insurrection nationale. Oui. Voilà comment comment se sont passées les choses. Paradoxalement, si j'ose dire, l'ancien secrétaire général du MTLD et une des têtes des centralistes, Hussein Lahouel, avec Ahmed Bouda, rahimahullah, se sont allés voir les trois personnalités, les trois membres du FLN qui se trouvaient au Caire, c'est-à-dire Ahmed Ben Bella, Hussein Ahmed et Mohamed Khidr, pour leur demander de reporter leur décision, de reporter à plus tard le déclenchement de l'insurrection nationale. Et fatalement, ils se sont retrouvés en plein milieu de l'insurrection au Caire, et Hussein Lahouel et Mohamed Yazid se sont mis tout de suite, et quasiment tout de suite après le déclenchement, au service du FLN. Ils ont rejoint. Ce qui n'était pas le cas des responsables du MTLD et des centralistes en particulier, parce que les messialistes avaient complètement refusé l'insurrection nationale. Les centralistes ont hésité avant de rejoindre le FLN. Mais parmi les centralistes, beaucoup ont adhéré individuellement, à titre individuel. Certains oui. Certains oui, mais là nous parlons de la direction des centralistes qui étaient à ce moment-là dans la déréliction totale. Le parti était sans sous, si j'ose dire. Il devient totalement inaudible, ses déclarations ne sont pas claires, alors que la base du parti aussi, l'essentiel de la base du parti qui attendait que le parti lui-même, que le MTLD lance l'insurrection nationale parce qu'il était question de le faire, est aussi perdu, ne sachant pas quoi faire. Puisque la révolution est déclenchée, il fallait la rejoindre, et ils l'ont rejointe à ce moment-là à titre individuel. Et ceux qui ne l'ont pas rejointe alors vont, sous la houlette de Messali, vont créer le fameux MNA qui entrera directement en confrontation avec... Ça, c'est les messialistes, oui. C'est les messialistes. Sinon, les centralistes, pour ceux qui ont rejoint tout de suite la révolution, l'ont rejointe, mais en tant que mouvement, en tant que parti, parce qu'ils avaient récupéré le MTLD, en tant que parti, ils ont attendu jusqu'au congrès de la Soumam, même si certains d'entre eux, en 55, etc., étaient déjà là. C'est au congrès de la Soumam, en août 56, qu'ils rejoignent l'organisation, qu'ils deviennent membres de l'organisation du FLN. Donc ce n'est que lors du congrès de la Soumam que les derniers hésitants parmi les centralistes ont enfin rejoint le FLN, l'ALN et la Révolution armée. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, les hésitations ont pris du temps, quand même. Il y a des déclarations qui sont faites. La position des centralistes, en dehors de Lahouel et de Yazid, qui était au clair, qui, si j'ose dire, était dans la gueule du loup. Oui. La position des centralistes était assez critique à l'égard du FLN. Très critique. Oui. Et ils craignaient d'ailleurs, comme les communistes et les oulémas. Et on a parlé des oulémas, des centralistes et des communistes, mais il y a aussi l'UDMA, il y a Farhat Abbas. Oui. Sa position est aussi à signaler, qui était une position plus que tiède. Mitigée. Et tous ces gens-là, et tous ces partis, craignaient la répression, parce qu'ils ont été réprimés en 1945, ils avaient peur que le pouvoir colonial les réprime de nouveau. D'ailleurs, pour se protéger d'une certaine manière, c'est mon explication. Par exemple, le 4 novembre, pour signifier au gouvernement français qu'ils ne sont pas responsables des événements qui se produisent, ou qui se sont produits le 1er novembre, Ben Youssef Ben Khadda, Ahmed Bouda, Moustapha Farroukhi écrivent une lettre au ministre de la Justice, c'est-à-dire à François Mitterrand. Oui, mais il faut dire peut-être à la décharge de ces politiciens qui n'ont pas hésité par manque de patriotisme ou de confiance en leur... C'était parce que personne en réalité à ce moment-là, dans le contexte d'alors, ne pouvait imaginer qu'une bande de jeunes inconnus
allait provoquer une telle révolution. C'était inimaginable. Si on remet... D'une part, mais ils avaient aussi, il faut le dire, peur des conséquences. Oui. Des conséquences sur le peuple, parce que... Sur le mouvement national, sur le peuple... Vous savez ce qui s'est passé. 45 000 Algériens sont tués, sont massacrés. Oui. Ils avaient peur des conséquences pour le peuple, mais ils avaient aussi peur des conséquences pour eux-mêmes, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont connu les prisons, ont connu la répression, etc. Ça c'est clair. Et ils ont aussi, il faut dire une chose, ils avaient peur pour l'avenir, c'est-à-dire que les partis politiques, les grands partis politiques, le MTLD, c'est pas rien. Oui, C'était des milliers et des milliers d'adhérents, de militants qui activaient, qui gagnaient les élections. L'UDMA avec des grands personnages comme Farhat Abbas, les Ouléma avec Cheikh Bachir Ibrahimi, avec l'Arabit Bessi, etc., qui, du jour au lendemain, du 30e octobre au 1er novembre, ils n'existent plus. Et il faut dire aussi, toujours à la décharge de ces grands hommes, que lorsqu'ils n'hésitèrent plus et qu'ils rejoignirent le mouvement révolutionnaire qui s'était ébranlé, ils se retrouvèrent vite, très vite, au devant de la scène parmi les plus grands leaders de la même révolution. Absolument, parce que ce qu'on appelle les responsables du FLN, les premiers responsables du FLN, certains d'entre eux avaient été tués très très vite, d'autres avaient besoin d'avoir des têtes d'affiche politiques. Et des têtes d'affiche politiques comme Abbas, ils étaient preneurs. Bon, il faut parler de Lamine Debarine, qui lui était un révolutionnaire, j'allais dire. De la première heure, qu'on ne connaît pas bien. Un révolutionnaire, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, Mohamed Lamine Debarine a été le premier Algérien à avoir parlé d'indépendance quand il était député dans les années 40. Personne avant lui n'avait évoqué le mot. Absolument. Ouais. Avant lui, il faut, si j'ose dire, rendre à César ce qui est à César. C'est Moussali qui parle le premier d'indépendance nationale, de souveraineté nationale. Et c'est vrai que Mohamed Lamine Debarine, lui, a parlé dans l'enceinte, dans le temple de la démocratie française, si j'ose dire, alors qu'il n'y avait pas de démocratie. En tout cas, pour les indigènes que nous étions. Cela avait soulevé un tollé à l'époque. D'indépendance. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. Il faut qu'on laisse un peu de place pour les autres mouvements que vous avez évoqués dans votre site. Et donc, concernant la position du Parti communiste algérien, est-ce que vous pouvez nous en parler d'abord? Le Parti communiste, sa position est très singulière, si j'ose dire. Elle est très singulière. D'abord parce que le Parti communiste n'avait pas dans son projet, dans son programme, l'indépendance nationale. Il n'était pas question pour les communistes, il faut dire très clairement, pour l'indépendance, parce qu'il réglait cette question de façon assez curieuse. Elle n'était pas curieuse, elle était dans son idéologie, par les fameuses contradictions primaires et secondaires. C'est-à-dire, pour lui, compter, et seulement compter la question sociale. Il faut régler la question sociale, les conditions sociales des Algériens, des indigènes que nous étions. Donc la question sociale, pour lui, dans le sillage de tous les partis communistes du monde, la question nationale était secondaire. Ce qui primait, c'était la question sociale. Oui. Voilà. Oui. Et il faut dire une chose qui est extrêmement importante, c'est que pour le PCA, dans la majorité de la direction était européenne. Oui, effectivement. Oui. À un certain moment, on sentait que le Parti communiste était comme dans le désarroi. Il ne savait plus. Je vais citer rapidement un extrait de votre article. Voilà une déclaration du PCA au lendemain du 1er novembre. Je cite votre texte. Alors, je cite. Que la meilleure façon d'éviter les effusions de sang, d'instaurer un climat d'entente et de paix consiste à faire droit aux revendications algériennes par la recherche d'une solution démocratique qui respecterait les intérêts de tous les habitants de l'Algérie sans distinction de race ni de religion et qui tiendrait compte des intérêts de la France. Pour vous dire un peu qu'ils n'arrivaient pas à... Et puis, ils nous ont laissé croire un peu après un tel dilemme. Ils ont
lâcher la bride des militants comme s'il voulait leur dire que chacun agisse selon sa conscience, que chacun aille dans le camp qu'il veut. Ils sont un peu, j'allais dire, débranchés de la question. C'est exactement ce qui s'était passé. Si nos auditeurs et téléspectateurs lisaient la plateforme de la Soumam, Ben Ramadan a refusé les communistes. Oui. Il a été d'une sévérité peut-être un peu injuste, mais d'une sévérité extrême à l'égard du Parti communiste. Alors qu'il ne l'a pas été à l'égard ni des ulémas, ni des centralistes dont il était un ami. Il était l'ami de Ben Khadda et d'autres encore. Mais il a été la plateforme elle-même était d'une sévérité terrible. Pourtant les communistes ont beaucoup donné à la révolution algérienne. Maillot, pour ne citer que Maillot. D'un communiste de la famille, Abdelhamid Benzine, qui a été un des premiers à rejoindre l'insurrection nationale. Oui, effectivement. Alors, si nous... J'essaie de... vous savez, il y a des moments où on perd... Quel est le nom de ce communiste qu'on n'a pas le droit d'oublier, qui avait été enlevé, torturé Maurice Audin. Audin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maurice Audin, dont nous saluons la mémoire. C'est impardonnable que d'oublier son nom. Je le reconnais. Henri Arelec, qui a Henri Arelec, la question. Alors qu'il y avait un autre livre avant le sien, je parlais de la question. Oui, il y avait la gangrène, qu'un groupe d'autonomes à la tête duquel se trouvait Bachir Boumaza, qui avait écrit la gangrène. Et puis après, il y a eu la question qui a fait connaître et la question de la torture dans ce pays. Non, les communistes après ont fait beaucoup, ont travaillé. Il y a eu le sergent Maillot, il y a eu Audin, il y a eu Laban, il y a eu beaucoup de militants. Les gens du réseau Janssen, plus tard, absolument, qui étaient massivement communistes. Mais je veux dire que le Parti communiste français lui-même avait changé de politique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1956, il vote les pouvoirs spéciaux. Oui, exactement. Il change de politique après. Il devient nettement plus anticolonial, plus anticolonialiste, parce qu'il partait de l'idée de Maurice Thorez. Et encore, Maurice Thorez parlait de... Et c'est là où la position du Parti communiste peut s'expliquer, si j'ose dire. Nous sommes dans l'explication, nous ne sommes pas dans l'accusation. On n'accuse pas les communistes, on n'accuse pas le Parti communiste. Vous faites très bien de le signaler, de le préciser. D'autant que le Parti communiste a toujours fait alliance avec les ulémas algériens. Alors, je rappelle seulement que les sujets que nous sommes en train d'évoquer ne peuvent être évoqués que de façon superficielle, compte tenu du temps qui nous est imparti. Absolument. Nous sommes même sommaires. Absolument. Pour que les gens ne nous reprochent pas d'avoir... comme celle-là. Voilà, des absolument. positions des uns et des autres, dans un contexte effectivement spécial, particulier. Et si on lit, vous savez, en 1985, un numéro d'Algérie Actualité devait sortir pour parler de toutes ces questions-là. Et vous avez un certain nombre de personnalités importantes du mouvement national, comme Khdar Ben Toubal, Ben Youssef Ben Khadda, Hussein Lahoul, Ammar Ben Ouda, Mohamed Yousfi, etc. Ce numéro a été interdit. Bien entendu, quand vous lisez, les uns sont accusateurs, comme Ben Toubal, Khdar, comme Ammar Ben Ouda sont accusateurs. Ils accusent l'UDMA, ils accusent le Parti communiste, ils accusent le MTLD, notamment les centralistes, bien sûr le MCListe, n'en parlons pas, etc. Mais quand vous lisez toutes ces personnalités respectables, il n'en est pas question de porter atteinte à leur honneur, ni à leur militantisme, ni à leur patriotisme. C'était d'authentiques patriotes. C'est clair, ils ont formé, c'est eux qui ont formé l'os. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas porter atteinte à la mémoire d'Amsali, c'est qu'on le veuille ou non, c'est le père du nationalisme algérien, qu'on le veuille ou non. Absolument. Merci de l'avoir signalé. Merci. En effet, il faut avoir une véritable distanciation par rapport à ces événements et les évaluer à leur juste portée historique. Les uns ont fait ce qu'ils voulaient, les autres avaient leur raison pour laquelle, y compris les communistes. C'est sûr que dans le moment, dans le contexte, je comprends la réaction extrêmement
extrêmement sévère, j'ai même dit injuste à certains égards, à propos du Parti communiste algérien. Bon, il avait son idéologie, il y avait un contexte politique et idéologique qui faisait qu'il ne pouvait qu'avoir peut-être cette position. Mais néanmoins, ils ont individuellement et collectivement rejoint le mouvement national et se sont battus pour l'indépendance de ce pays. Alors, les ulama semblent aussi avoir observé, pas une réticence, disons une certaine hésitation avant d'adhérer massivement, il faut le dire, à la révolution du 1er novembre 1950. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette période d'hésitation, d'incompréhension? Tout à fait. Les ulémas qui ont toujours fait alliance avec l'UDMA de Farhad Abbas et le Parti communiste algérien, ils étaient plus proches de Abbas et du Parti communiste qu'ils n'étaient proches du PPA et du MTLD. Et eux aussi, ils étaient dans une situation, en effet, de trouble au lendemain du déclenchement de la révolution. Hein. De la même manière, d'ailleurs, on l'a dit, on vient de le dire, que tous les politiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, et tous ces politiques qui ont compris, qui venaient de comprendre qu'ils participaient désormais du passé. Oui. Qu'ils devenaient les ombres du passé, c'est terminé. La politique qu'ils menaient, l'électoralisme, les demi-rebelles, comme disait Jacques Chevalier, etc., c'était fini. On ne pouvait plus, même si certains partis, y compris le MTLD, s'étaient présentés au cantonal de 55, le Parti communiste aussi, l'UDMA aussi. Bon, même s'ils espéraient sortir par l'électoralisme, mais c'était terminé, que les élections s'étaient terminées, l'Assemblée nationale s'était terminée, les conseils municipaux s'étaient terminés, les conseils cantonaux s'étaient terminés, etc. C'était devenu tout d'un coup orphelin. Et à quel moment les mouvements des ulama ont réellement adhéré de façon catégorique au nouveau mouvement? Déjà, il faut le dire, je crois qu'on ne le dit pas assez, je ne veux pas défendre les ulémas pour lesquels, personnellement, j'ai un immense respect. Les ulémas ont commencé, parce que Cheikh el-Bachir Ibrahimi, qui était le président, se trouvait en 1955 au Caire. Oui. Et il avait il était approché par la délégation extérieure. Et ils ont signé, je n'ai pas les communiqués. Je n'ai pas les communiqués sous les yeux, qui étaient rédigés d'ailleurs en langue arabe, pour dire qu'il fallait absolument constituer, parler d'un même front et du Front de Libération Nationale, etc. Seulement l'acte d'intégration des ulémas, c'est au moment de la Soumam. C'est en 56 qu'ils rejoignent, et même s'il y avait des polarisations, entre les partis. Par exemple, l'Arbit Bessi, rahimahullah, il était un des chefs des ulémas. Oui. Il a même été président provisoire quand Cheikh el-Bachir n'était pas là, oui. Parti à l'étranger ou en résidence surveillée. C'est Cheikh l'Arbit Bessi qui était le président. Était aussi au PPA. Il y avait comme ça des polarisations entre les différents partis. Oui. Vous aviez des gens qui étaient à l'UDMA et qui étaient au uléma. Oui. J'ai en tête d'ailleurs, c'est important de le dire en ce moment, avec ce qui se passe sur notre territoire. Je veux parler de Gerdaya et du Mzab, Cheikh Ibrahim Bayoud. Le Bayoud, exactement. Et le temps qui nous est imparti arrive malheureusement à sa fin. Je voudrais juste dire que le mouvement des ulama, par la suite, il a en effet hésité avant de rejoindre massivement la révolution, mais quand il l'a fait d'une façon très forte, à tel point que ses leaders ont beaucoup souffert de prison, de mise en résidence surveillée, absolument. Et même d'assassinats, comme Cheikh el-Arbit Bessi, qui a été enlevé, torturé et assassiné à Sig, et dont on n'a plus jamais retrouvé la tombe jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, Brahim Younsi, merci de nous avoir éclairés encore une fois, en espérant vous revoir très bientôt. Salam alaikum, Azul, qala khair.
اون تايم ها. هذا وين دخلت انا؟ وين دخلت تحفيز؟ اي لا لا ما نحتاج كاس ماء. نعم لطفي زبط مع الاخ راشز والنايمز كل شيء. ما لازمش نطولوا خاطر قلنا لهم احنا الرابعه في الجزائر. عبد الحق عنده ثم. المفروض كاين رشيد بعث لهم واحده جديده. No, call him. رشيد just to make sure where is it. رشيد يشتغل في الأمازيغي.